Bonjour, première vidéo sonore que je fais euh, pour essentiellement expliquer un peu le pourquoi du comment sur le logiciel que je développe depuis quelques années maintenant, qui s'appelle aujourd'hui Jetson Sky. C'est certainement une vidéo qui sera nécessaire parce que ça fait quand même pas mal d'années que je poste en fait des résultats de mes tests sans vraiment décrire, sans vraiment expliquer. Donc je me suis dit que bon, il fallait peut-être quand même passer à quelque chose d'un peu plus explicite pour les quelques personnes que ça pourrait intéresser. C'est une vidéo que je fais en fait en une seule fois. Ce sera un peu brut de décoffrage, pas de montage, etc. Parce que j'ai pas vraiment le temps, j'ai pas vraiment de compétences non plus en vidéo. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Je la fais en français parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi. J'espère pouvoir faire quelques vidéos en anglais. C'est un peu plus touchy, mais voilà, il faut que je m'entraîne un petit peu sur des vidéos avec des commentaires. Donc je pense faire quelques petites vidéos. La première, ce sera surtout sur la genèse de mon travail et un peu sur une partie software et sur le matériel aussi, qui est très important. Et puis ensuite, je ferai quelques vidéos. Alors il y en aura une qui portera sur les fonctionnalités en fait du logiciel avec une caméra pilotée, qui expliquera aussi un peu en fait les traitements qu'on peut faire sur des vidéos déjà existantes et même sur des images un peu déjà existantes. Et puis je ferai certainement deux vidéos sur des exemples de traitements alors la première, je pense que ça sera sur des captures de la Lune et probablement une capture de Jupiter. Et la deuxième, ce sera des exemples de traitement de vidéo sur le ciel profond en champ large et en pleurs serrées, en fait, réalisé avec le Célestron. Donc voilà. Alors Jetson Sky, bah, j'y bosse depuis 2018. En 2018, en fait, j'ai décidé de reprendre un petit peu l'informatique. Au début de ma carrière, j'étais informaticien, puis après, j'ai bifurqué sur d'autres domaines. Et donc, en fait, j'ai voulu en fait essayer de développer un petit logiciel qui se destinait au début en fait au Raspberry Pi parce que je voulais un système autonome qui puisse en fait me contrôler en déporté une caméra placée en fait sur aucune d'un télescope. Donc en faisant un peu le tour de ce qui existait, en fait reprendre la programmation après pas mal d'années d'interruption, je me suis orienté vers Python, qui était un langage assez simple, accessible et pas trop complexe. J'ai fait dans ma jeunesse un peu de C, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué de se relancer dans des logiciels un peu compliqués et de rattaquer directement en C. Donc j'ai décidé d'attaquer sur Python. Donc à l'époque, ça devait être la version 3.7 ou 3.8, un truc du style. Et effectivement, Python, c'est un logiciel qui est très simple d'accès et qui permet d'obtenir assez facilement des résultats et qui bénéficie d'un écosystème logiciel en termes de librairies, notamment des librairies scientifiques, qui est vraiment intéressant. Et comme le logiciel que je voulais faire était très axé vidéo, mais traitement de vidéo à la volée, alors en fonction de la puissance de la bécane, du traitement en temps réel ou un pseudo temps réel, euh, c'est vrai que il y a des librairies qui sont très intéressantes, bon, qui existent aussi en C, hein, mais qui sont accessibles sous Python, et notamment une librairie qui est vraiment très sympa et qui permet d'obtenir des résultats rapidement sans trop se casser la tête. C'est la librairie OpenCV qui est assez bien connue, qui est bien développée et qui fournit tout un tas d'outils qui sont utiles en traitement de l'image et en traitement de la vidéo. Donc, en partant sur Python, en lisant un peu de doc sur OpenCV, on arrive très facilement à des résultats qui sont quand même assez intéressants. Alors, OpenCV est associé en fait à une autre librairie
qui s'appelle NumPy, en fait, qui est très intéressante aussi. C'est pour du travail sur des tableaux, travail scientifique, faire du travail sur des séries de données. Donc, NumPy et OpenCV sont assez intimement liés. Et comme c'est des librairies qui sont très bien développées, très performantes, et sur lesquelles il y a beaucoup de littérature qui existe sur Internet, quand on a une idée un petit peu précise de comment se construit un programme, ça permet d'avancer très rapidement et d'obtenir très vite des résultats qui sont intéressants. Ça, c'est important pour ne pas se dégoûter quand on se lance quand même dans le développement d'un logiciel. Donc, comme je l'ai dit, j'ai commencé sur Raspberry Pi, donc je vais essayer de retrouver en fait des photos. À l'époque, j'étais assez ambitieux, je voulais un système d'acquisition et de traitement en fait vidéo, et je voulais aussi en même temps en fait réaliser une monture azimutale motorisée sur deux axes et pilotée par le Raspberry Pi. Alors bon, je vous livre en vrac des photos, hein. Ça donnait des choses comme ça. Ça, c'était en phase de développement. Alors, la monture, en fait, azimutale, c'était pour faire un démonstrateur, pour faire des essais. Voilà, il y avait le moteur pas à pas. La mécanique, alors en mécanique, je vous préviens, je suis pas fortiche. C'était pour faire un démonstrateur. Ça marchait, c'était pas optimum. Bon, voilà, c'était surtout pour me faire les dents sur reprendre un peu d'électronique, un petit joystick, un convertisseur en fait analogique digital. Voilà, du prototypage, des LED. Il y avait, je vais essayer de vous trouver autre chose, un peu plus, euh, un peu plus global. Voilà, c'est à peu près la même chose. Euh, Ça nous donnait quelque chose qui donnait un peu ça. C'est-à-dire que voilà, il y avait un mode de fonctionnement prévu en manuel, joystick, des boutons, des LED pour les fins de course. Il y avait le premier étage, c'était l'énergie. Le deuxième étage, c'était l'informatique avec la Raspberry Pi. Le troisième étage, c'était en fait, troisième, quatrième, c'était les moteurs pas à pas avec tout ce qui concernait en fait les vis sans fin, etc. Et puis au-dessus, c'était la caméra avec les objectifs. Donc là, c'est un Canon, un vieux Canon, monture FD 50 mm ouvert à 1.4. Bon, c'était super intéressant. Ça marchait pas mal. J'avais développé en fait une fonction GoTo, recalculer toutes les coordonnées azimut, hauteur en fonction de l'ascension droite, la déclinaison, les Georges Julien, etc. C'était vraiment hyper intéressant. Un GoTo, j'avais aussi développé un petit module pour calculer en fait les coordonnées des satellites artificiels. Ça marchait pas mal. Des détecteurs de fin de course pour pas enrouler les fils à l'infini. Évidemment, la partie mécanique pêchait un petit peu, mais globalement ça fonctionnait pas trop mal. Par contre, c'était assez chronophage en termes de temps, et le Raspberry Pi qui devait et piloter la monture et piloter l'acquisition des vidéos, plus les traitements, il tire un petit peu la langue. J'ai essayé autre chose, j'ai essayé quelque chose d'un peu plus costaud. C'était Odroid à l'époque qui avait sorti de mémoire le Odroid N2, qui était quelque chose d'un peu plus péchu, qui fonctionnait aussi sous Linux. Pareil, Python, OpenCV, etc. C'était pas mal, mais au niveau logiciel, c'était vraiment pas mature. Il n'y avait pas tout ce qu'il fallait comme pour le Raspberry Pi. Donc voilà, c'était un peu une solution un peu plus costaud en hardware, mais en soft, c'était quand même un petit peu une petite impasse. Donc j'étais un peu bloqué sur la partie hardware qui manquait un peu de puissance, parce que évidemment, ben, quand on commence à maîtriser un petit peu plus OpenCV, qu'on peut faire des choses, des traitements, ben, on devient ambitieux, on veut faire un peu plus de traitements, on veut faire des trucs un peu sympas. Et puis forcément, mais ça commence à ramer. Et comme moi, je suis très attaché, en fait, je voulais pas faire de la photo classique, comme on peut faire, acquisition avec Fire Capture ou avec SharkCap, AutoStacker, Registax, etc. Moi, je voulais vraiment faire de la vidéo. La vidéo, c'est un côté très sympa.
on a en fait le ciel de façon un petit peu plus dynamique, un petit peu plus réelle. Et je voulais vraiment faire ça, vraiment faire de la vidéo aussi propre que possible, aussi nette que possible et avoir quelque chose de très très sympa. Et comme le hardware a quand même un certain nombre de limitations pour les capteurs de caméra et pour les optiques, ben forcément on a très vite des problèmes de gain excessif avec du bruit, un signal qui est perturbé sur les vidéos. Qui dit vidéo dit framerate quand même assez élevé. Donc c'est sûr que des pauses de 2, 3, 4, 5 secondes et se dire qu'on fait de la vidéo, ben après, voilà, ça marche pas. Donc il faut quand même avoir des temps de pause très courts pour pouvoir encore prétendre à faire de la vidéo. Et donc qui dit pause très courte, pour capter du signal, ça veut dire du gain, et du gain, comme les capteurs sont pas magiques, et ben c'est du bruit. C'est beaucoup de bruit, c'est des images qui sont franchement moches, et donc beaucoup de traitements numériques à faire derrière pour obtenir des choses beaucoup plus propres, parce que bon, ben, une vidéo qui est vraiment moche, c'est quand même pas quelque chose de très très sympa. Donc je suis allé voir, j'ai recherché, et ben, les seuls qui offraient en fait des capacités de calcul sur des ordinateurs au format Raspberry Pi, c'était Nvidia. Nvidia, en fait, qui faisait à l'époque le Jetson Nano, en fait. Donc, c'était une carte intéressante parce que CPU normal, je crois que c'était des ARM Cortex A51 ou A50, quelque chose comme ça, 4 CPU de mémoire, mais associé à un GPU NVIDIA avec des cœurs CUDA, c'est-à-dire des petits microprocesseurs qui font des choses relativement simples, mais qui le font bien, assez rapidement et de façon massivement parallèle. De mémoire, le Jetson Nano avait 128 cœurs CUDA. Le problème, c'est que bah, si on veut programmer ces cœurs, bah, il faut se mettre à CUDA. Et donc là, c'est quand même un peu plus péchu. C'est pas juste Python, OpenCV, NumPy, etc. C'est qu'il faut rentrer dans le dur. Et puis, c'était des cartes qui étaient un petit peu plus chères, un petit peu plus confidentielles, destinées un petit peu plus au monde de l'industrie. J'ai tenté ma chance avec Nvidia, je suis allé sur leur forum, et donc j'ai décrit un peu mon projet. Et l'avantage avec Nvidia, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute des gens qui essayent de faire des trucs un peu novateurs, un peu nouveaux, ou qui essayent de faire des choses un petit peu compliquées avec du matériel un petit peu pointu. Et vu que c'est une grosse boîte qui a des moyens, en fait, si ça les intéresse, si ça leur plaît, ben, Banco, ils apportent assez facilement leur soutien. Donc Dustin Franklin, qui est quelqu'un qui s'occupe de la série en fait des SBC Jetson, ben, il a pris contact avec moi parce que mon projet l'intéressait. Et en fait, il m'a proposé de me filer un Jetson Nano. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion. Et donc, j'ai récupéré, je crois que c'était en 2019, en juillet 2019, un Jetson Nano. Et il a fallu se mettre à CUDA. Alors, CUDA, c'est plutôt une approche en C, mais coup de bol, moi je tenais quand même à rester sur une approche corps de programme Python, pour avoir des trucs quand même relativement simples. Et coup de bol, en fait, en Python, il y avait à l'époque une librairie qui s'appelle PyCUDA, en fait, donc qui donne accès à CUDA, mais au travers de Python. Après, évidemment, il faut se pencher un peu sur le truc, parce que en fait, cet accès à CUDA, il donne accès en fait à des kernels en fait en natif CUDA, c'est-à-dire que en gros c'est du langage C, et il faut quand même en fait à travers de Python écrire des kernels en C qui vont en fait faire du traitement d'image massivement parallèle. Donc il faut distribuer, il faut découper l'image en threads, en blocs, et après en fait PyCUDA s'occupe de répartir tout ça sur les GPU, et on va exécuter de façon massivement parallèle des cœurs de programme en C, donc compilés avec le compilateur NVIDIA, et qui vont s'exécuter en C, donc rapide, et massivement parallèle. Donc là j'avais 128 cœurs CUDA, donc en fait on avait une image découpée en un certain nombre de fragments
qui allait s'exécuter de façon parallèle sur les 28 cœurs CUDA, ensuite distribués sur en fait un certain nombre de batchs en fait de 128 cœurs CUDA. Donc ça, c'est PQDA qui s'occupe de ça. C'est pas forcément hyper évident, mais on y arrive assez rapidement. Et donc, ça m'a permis d'avoir des temps de traitement qui soient beaucoup plus rapides. Là, sur la photo, donc c'est le Jetson Nano. À côté, c'était l'Odroid N2. Donc, des formats comparables, mais le Jetson Nano, largement plus efficace et plus véloce que l'Odroid N2, qui lui repose sur une architecture essentiellement CPU. Donc, ça m'a permis de d'avoir en fait des traitements beaucoup plus rapides et de me rapprocher d'un traitement en temps réel euh, des vidéos. Chaque frame capturé euh, dispose en fait, passe à la moulinette des traitements. Il faut savoir que moi j'applique en fait en une seule passe plusieurs traitements. Donc c'est assez vite chronophage et ça permet de garder un framerate qui reste quand même assez raisonnable. Nvidia, c'est des gros bosseurs, c'est des cartes, ces petites cartes-là ont beaucoup de succès. Et donc ils ont sorti assez rapidement une nouvelle carte. Alors, c'est la carte, je dois l'avoir quelque part, c'est ici. Donc c'est cette carte en bas. En fait, c'est le même principe que le Jetson Nano, mais là c'est le Xavier NX. Donc là, qui avait un peu plus de cœur CUDA, de mémoire 384, 8 Go de RAM, il me semble, et toujours des CPU, des cœurs en fait ARM Cortex. Donc là, forcément, plus de cœur CUDA, donc un peu plus de capacité en fait en calcul, donc un meilleur framerate. Et toujours, pour ne pas la faire trop longue sur ces cartes, en 2022, donc là j'ai ça ailleurs, Nvidia a sorti la série des cœurs Orin. Donc ils m'ont envoyé un Jetson AGX Orin DevKit. Donc là c'est le plus gros modèle. Là ça commence à être un truc très très costaud. Parce qu'il y a de mémoire 12 cœurs ARM Cortex A78 je crois, 64 Go de RAM et un GPU avec 2048 cœurs CUDA. Donc là ça commence à être vraiment costaud. Et c'est un SBC Single Board Computer, qui est vraiment très très véloce et qui était aussi rapide, voire plus, que mon laptop de l'époque, qui était un... Le processeur, c'était un Intel i7 8750H, donc un mon truc. Et la carte graphique, c'était une GTX Nvidia 1060. Donc ça marche vraiment très bien. C'est très très puissant. Ça marche aussi sur Linux, Python, etc. Alors aujourd'hui, Nvidia axe beaucoup plus sur l'intelligence artificielle. Moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait à l'époque et sur lequel je me suis pas encore penché aujourd'hui. Peut-être que je m'y penserai un jour, mais aujourd'hui, c'est pas le principe. Et l'avantage, c'est que le logiciel Jetson Sky restait valable en fait pour toute cette série de cartes qui fonctionnent un peu toutes de la même façon, même si le hardware évolue et est beaucoup plus costaud. En parallèle, j'ai quand même voulu développer aussi Jetson Sky sur un PC Windows. Et donc là, ça marche aussi très bien. Pareil, Python, OpenCV, NumPy, PQDA, etc. Tout ça, ça marche très bien. Et c'est dispo aussi sous l'environnement Windows. J'ai un peu changé au niveau puisqu'on parle logiciel, PQDA qui me donnait accès donc à CUDA au travers de Python. Je l'ai abandonné parce que l'installation était vraiment assez lourdingue, pas évident. Ça suivait pas très bien en fait les évolutions de Python. Python, je voulais passer à la version 3.11 qui était un peu plus véloce, un peu plus aboutie. Et donc je me suis tourné vers une autre librairie Python qui elle est beaucoup plus aboutie que PQDA, c'est la librairie QPy. En fait, QPy, c'est super intéressant parce qu'elle regroupe NumPy, en fait. Donc, le travail sur des tableaux, sur du scientifique,
au niveau des variables. C'est aujourd'hui géré par Qpy qui déporte ça, en fait, qui déporte les calculs vers le GPU, les CPU sur le CPU. Donc on bénéficie d'un gain de puissance appréciable et qui offre aussi la possibilité de faire des kernels en CUDA, en natif. Donc pareil, kernel écrit en C, compilé, et donc beaucoup plus véloce que ce qu'on peut avoir sur OpenCV par exemple, ou sur d'autres librairies qui vont tourner sur CPU. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai voulu étendre aussi Jetson Sky, qui était dédié au départ au ciel profond, donc des framerates relativement lents. J'ai voulu aussi le rendre opérationnel sur du traitement de vidéos de la Lune ou de vidéos planétaires. Donc là, pour le coup, du framerate beaucoup plus élevé, avec beaucoup plus de frames à traiter sur une seule vidéo. Donc là, bah, on a besoin de puissance. Et il n'y a pas de secret, la puissance aujourd'hui, elle est déportée forcément vers le GPU et en fait le fait de paralléliser massivement le traitement des images. Donc là, Qpy, qui est une librairie super bien suivie, qui évolue bien, qui suit les dernières versions de CUDA, qui a des mises à jour très régulières, non seulement nous offre NumPy, qui est une super librairie, mais déportée vers le GPU, mais en plus nous offre la possibilité d'avoir accès aux fonctions CUDA et d'écrire donc des kernels en C qui sont très véloces, très rapides, très performants et de façon très simple. Donc là, c'est vraiment l'idéal pour avoir des traitements, là pour le coup, quasiment en temps réel, parce que on a des traitements sur un PC qui est un peu véloce, qui sont de l'ordre de quelques millisecondes pour des images qui vont être en résolution 4K. Donc ça commence à être vraiment très sérieux. Donc là, voilà, je vous ai décrit grosso modo l'environnement logiciel et matériel que j'ai utilisé depuis 2018. Aujourd'hui, j'ai un peu délaissé en fait la série des Jetson parce que je vais me concentrer sur des traitements vraiment en temps réel avec des framerates très élevés. Et là, en fait, le Jetson AGX Orin, il est super bien, il est très véloce, mais face en fait à une carte graphique comme la Nvidia RTX quelque 4000 quelque chose, c'est vrai que là, les cartes graphiques RTX série 4000 sont quand même un cran au-dessus. Donc j'ai investi dans un nouveau laptop avec un Core Intel i9 et une RTX 4080 pour avoir vraiment de la puissance, pour voir venir. Et donc maintenir un logiciel sur deux plateformes Linux, la série des Jetson et Windows sur laptop, comme j'ai pas énormément de temps à consacrer au développement du logiciel, c'est vrai que c'est un peu lourd. Donc j'ai décidé de me concentrer sur la version Windows, même si je pense que si je reprends la version Windows et que je la mets sur la GX Orin, ça tournera sans problème parce que quand même les librairies c'est les mêmes, hein. Moi c'est Python, OpenCV, Qpy et c'est à peu près tout. Après il y a d'autres j'ai essayé d'autres librairies hein, au passage. J'ai essayé PyTorch, Torch Vision, etc. C'est pas mal, mais c'est pas aussi véloce que ce qu'on peut avoir en fait avec Qpy et en faisant des kernels écrits en C. Donc je reste sur ce qui est le plus rapide. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai un software qui est quand même assez stabilisé. Donc voilà pour la partie logiciel matériel. Après, sur mon travail, en fait, lui-même, parce que bon, le soft c'est bien, mais faire des tests et faire des captures, en fait, sur le ciel, c'est quand même plus sympa. Donc aujourd'hui, j'ai deux grands setups, j'ai deux grandes activités, on va dire. J'ai un setup qui va être sur du ciel profond, euh, très grand champ. C'est-à-dire qu'en gros, je vais utiliser donc Jetson Sky avec le laptop et je vais utiliser un setup assez basique, une monture azimutale motorisée 2 axes.
Skywatcher AZ GTI, qui est très bien, très sympa. Elle fait le job, j'ai rien à redire. Une caméra. Alors là, c'est une caméra, pour ceux qui connaissent, c'est la marque, c'est ZWO. En fait, ici, c'est une ASI 485 MC. Pourquoi ZWO? J'ai aussi une ASI 178 MC. Pourquoi ZWO? C'est pas que je les aime plus que les autres, c'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ils ont un SDK qui est pas mal. Et puis surtout, à l'époque, il y avait en fait un gars qui s'appelle, je crois, Steve Marple, qui avait développé une passerelle qui donnait accès au SDK de ZWO, qui me donnait accès en fait donc aux fonctionnalités des caméras via Python. Donc voilà, j'ai pas cherché trop à comprendre. Je peux piloter ces caméras-là avec Python. Aujourd'hui, je sais qu'il y a Player One Astronomy qui fait aussi de bonnes caméras, qui commence à sortir en fait une passerelle en Python pour pouvoir piloter ces caméras. J'ai pas testé, je pense pas que je testerai un de ces quatre, ou on verra si un jour je veux passer chez eux. Voilà, j'ai pas de caméra Player 4, donc j'ai pas testé. Donc voilà, aujourd'hui c'est les caméras ZWO qui font bien le job, voilà, mais pas plus que les autres. Et puis pour du ciel profond, champ très large, ben, c'est des petits objectifs. Alors je vais vous retrouver, j'ai une famille d'objectifs en fait qui s'est un petit peu étoffée. Il faut que je retrouve ça. Voilà, c'est en fait des objectifs monture C qui coûtent pas cher, qui sont assez sympas. Qualité optique qui est pas forcément géniale. Ici j'ai des 8 mm. Ici j'ai un 8 mm, un TV zoom qui est ouvert à 1.0. Qualité optique assez déplorable. Mais bon, voilà, il fait le job. Faut pas être trop regardant. Ceux-là, il y en a un qui est ouvert à 1.3, l'autre ouvert à 1.5. Ils sont pas mal. Ils sont bien, un peu onéreux. Et puis j'ai les vieux Canon monture FD, un 50 mm ouvert à 1.4, un 135 mm ouvert à 2.5. Meilleure qualité optique. Pas trop ouvert, mais ils sont pas mal. Ouais. Donc j'utilise ça pour du grand champ. Et après, je vais utiliser en fait mon Célestron. Donc ça, c'est mon setup classique avec le Célestron C925. Ma monture, c'est une Orion Sirius équivalent à Skywatcher HEQ5, je crois de mémoire. Le PC, la caméra, Jetson Sky qui tourne, ouais, je suis dans mon jardin. Et là, ben, je vais cibler des choses un peu plus précises, M57, M13, des trucs sur lesquels je fais des tests d'acquisition. Voilà, et puis je vais utiliser ça évidemment pour Jupiter, pour la Lune, pour des choses comme ça. Voilà, setup matériel, bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que c'est vraiment du super classique. Et après, pour terminer sur cette partie de présentation, Jetson Sky, voilà, je vous le montre sur la partie en fait code. Donc aujourd'hui, j'en suis à la V4236. Donc il y a eu un paquet de versions. Voilà. C'est du Python. Alors les pros de Python ne codent pas comme ça. Moi, je suis un ancien. C'est de la programmation assez naïve. Voilà. C'est mes librairies. Donc voilà, des trucs assez classiques. Cupy, Pilo pour certaines choses, Tkinter pour l'interface homme-machine. C'est pas très beau, mais ça fonctionne bien, c'est assez facile. En fait, maths. Alors ça, en fait, eh ben, c'est les passerelles pour les caméras ZWO. Passerelle aussi pour piloter ma roue à filtre, parce que j'ai une petite roue à filtre. Donc voilà. Et après, bah, c'est les variables, les flags, tout un tas de choses. Ça, bah, c'est des. Quand je disais les kernels, en fait, donc les cœurs écrits en C,
compilé par le compilateur NVIDIA en C pour pouvoir faire du CUDA, ben voilà, c'est du C. Et donc j'ai réécrit la très grande majorité des fonctions qui existent en OpenCV pour du traitement d'image, du traitement du vidéo. Je les ai réécrits en fait pour des cœurs CUDA pour gagner de la puissance et de la rapidité de traitement. Donc j'ai un paquet de fonctions raw kernel, tout ce qui était en vert, tout ça, c'est des kernels en fait CUDA. Et puis après, ben voilà, c'est des fonctions classiques avec des threads, avec des choses comme ça. Et puis de l'interface aux machines, il y a pas mal de lignes. Je suis super content du logiciel, j'y ai passé pas mal de temps. Il fonctionne bien aujourd'hui. Je vais le faire démarrer et puis dans une vidéo future, on examinera les différentes fonctionnalités. Donc voilà, ben, il va démarrer. Donc là, il va me retrouver mes fonctions, il va identifier ma caméra, ses caractéristiques. Et puis c'est parti en fait. On va avoir l'image qui apparaît. Et puis avec la monture que je pilote, et ben, on va se déplacer. Voilà. Et puis on va faire des traitements en temps réel. On va essayer d'obtenir l'image la plus propre possible. Et puis on va sauver l'image et puis on regardera des vidéos sympas. Et voilà. Donc franchement ça marche bien. J'y ai passé beaucoup de temps. J'ai pas mal galéré. C'est hyper intéressant. C'est assez compliqué en fait. Mais voilà, aujourd'hui je suis vraiment satisfait. Je suis allé bien bien plus loin que ce que j'espérais. C'est surtout honnêtement grâce à l'appui et au support d'NVIDIA qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui m'a filé du matériel qui coûte cher, hein. Ok, Nvidia, c'est une boîte qui a les moyens, mais ils n'étaient pas obligés. Ils m'ont laissé carte blanche, ils m'ont jamais rien demandé de faire comme ci, plutôt comme ça. Ils m'ont laissé bosser comme je voulais, faire ce que j'avais envie de faire, développer dans le sens que je le souhaitais. Ils ont toujours été là pour aider, pour apporter du matos, des conseils. Ils ont un support développeur qui est énorme. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on est développeur que d'être bloqué sur des problèmes de programmation qui trouvent pas de réponse et qui nous bloquent énormément parce qu'on a un projet auquel on tient. Donc ils sont là, ils ont tout un tas d'ingénieurs qui sont hyper dispo, qui se mettent en cadre pour nous trouver des solutions. Ils font du super matos, mais à grande force aussi, c'est tout le support qu'ils amènent. Et c'est vrai que quand on se lance dans des trucs comme ça, où on ne sait pas trop où on va, au début je voulais un truc qui fonctionne et puis qui fasse deux trois bricoles, et j'aurais été super content avec. Je suis allé beaucoup plus loin que ce que je pensais, parce que ben ils filent les outils, il y a des environnements de développement, il y a un support énorme sur Internet, il y a une communauté de développement qui file tout un tas d'informations, parce qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. C'est hyper précieux. Ça aide à avancer et je suis allé hyper loin parce qu'en 2018, si j'obtenais l'image de la caméra sur mon truc et j'arrivais à régler le gain à l'exposition, j'étais le roi du pétrole, j'aurais été super content. Alors que vous verrez, il y a tout un tas de fonctionnalités qui vont assez loin, je trouve. Et notamment pour de la vidéo, c'est des trucs qu'on peut trouver sur des logiciels en fait qui sont surtout axés sur du traitement d'image, parce que du traitement de la vidéo en temps réel, on ne trouve pas grand-chose, et surtout sur un logiciel qui est capable d'appliquer plusieurs filtres de rang pour obtenir une image propre en partant d'une image dont le gain est poussé au maximum pour avoir des temps d'exposition très courts, une image qui à la base est franchement dégueulasse parce que les capteurs sont pas magiques et les optiques très ouvertes de bonne qualité, c'est très rare, ça coûte hyper cher et il n'y a pas grand monde qui peut se permettre d'acheter ce genre de matériel. Donc le logiciel apporte un plus, mais pour ça, il faut avoir tout le support technique, tout le support de développement. Et c'est vrai que si j'étais resté sur des solutions en fait CPU, bah, il n'y avait pas d'avenir parce que les CPU n'ont pas la puissance pour traiter ça. Après, c'est du massivement parallèle, c'est du GPU. On part dans des trucs qui sont quand même assez compliqués
parce qu'il faut avoir des idées d'algorithmes, mais après il faut les concrétiser en langage informatique. Et s'il n'y a pas le support, si le hardware est là, mais qu'il n'y a pas le support logiciel, c'est même pas la peine. Donc là, c'est avec le boulot qu'a fourni Nvidia et son support, ça m'a permis d'aller à des années-lumière de ce que j'imaginais initialement. Donc ça, c'est un grand merci à eux, parce que ça m'a permis d'avoir des résultats que je n'aurais jamais espérés quand j'ai commencé ça en 2018 et que je m'étais orienté sur le Raspberry Pi en me disant c'est quoi ce bidule, comment ça marche, qu'est-ce que c'est ce truc-là. Donc voilà, globalement, voilà, je me fais un satisfait pour moi, je suis vachement fier du boulot que j'ai fait, je suis hyper content. Ça a été hyper technique, je trouve, pour mon niveau. J'ai appris énormément de choses. J'ai encore pas mal de choses à faire, mais dans les vidéos suivantes, donc la prochaine, ce sera le contrôle de la caméra, les différents filtres, à quoi ça sert, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et ensuite des exemples de traitement sur la Lune, sur du planétaire et sur du ciel profond. Voilà, je vous montrerai en fait tout le potentiel de ce type de logiciel. Une dernière petite chose avant de finir cette première vidéo. Jetson Sky, c'est un démonstrateur pour moi. J'ai jamais voulu en faire un logiciel commercial. Un logiciel, je l'ai distribué parce que Nvidia m'a filé un super coup de main en termes logiciels et en termes matériels. Donc j'ai aussi en fait j'ai aussi voulu mettre un peu de Jetson Sky en accès libre. Je l'ai mis sur GitHub. Ça a profité à certains parce que ça a intéressé quand même un certain nombre de personnes. Après j'ai arrêté parce que c'est vrai que l'installation du soft, quand on ne connaît pas, ben voilà, c'est pas un exe, on clique dessus, ça s'installe et tout roule. Il faut forcément un GPU Nvidia. Il faut tout un tas de prérequis logiciels. C'est pas évident à installer. Les gens n'ont pas forcément l'expérience. Et moi, ça m'a consommé énormément de temps. J'ai des bugs aussi à virer. Il y avait des demandes en fait particulières. Et comme je vends rien, moi je me fais 0 € sur ce logiciel. Je vends rien du tout. C'est vrai que c'est hyper chronophage. J'ai mon boulot, ma vie de tous les jours, et le peu de temps libre que j'ai, je développe et après je teste, je regarde ce qui marche pas, j'améliore, je modifie. C'est vrai que je ne peux pas en fait mettre à disposition un logiciel qui n'est pas super user-friendly, hein. En fait, l'interface est assez austère, mais j'expliquerai pourquoi. Et donc voilà, je le mets plus en libre téléchargement. Puis après, c'est vrai qu'il y a des gens, en fait, les gens sont habitués à ce à ce que tout soit gratuit, mais moi, c'est des centaines d'heures de développement et de boulot, en fait, parce que je suis parti de très loin. Tout ça, c'est pas gratuit, en fait, in fine. C'est vrai que les gens prennent, ils piquent des trucs, c'est ni merci ni quoi que ce soit. C'est après on veut ceci, on veut cela. C'est super dur. Si j'en faisais mon boulot, ok, je le ferais sans aucun problème. Si je, mais là, en fait, tout gratuit sur mon temps libre, qui est quand même très réduit. C'est vrai que c'est super lourd. Je l'ai fait pendant pas mal de temps. Il y a des gens qui ont apprécié, qui ont utilisé. En fait, voilà, je le fais plus aujourd'hui. Je le referai peut-être demain, mais là j'ai besoin de tout mon temps libre pour pouvoir continuer à développer et surtout à tester en fait dans la vraie vie, sur le vrai ciel. Et ça demande du temps parce que il faut que je teste ce qui marche pas, ce qui marche moins bien. J'essaie d'améliorer, j'ai des idées de développement. Depuis que j'ai arrêté de mettre en libre téléchargement, j'ai eu un peu plus de temps pour développer. Et j'ai développé beaucoup de choses, j'ai refait beaucoup de choses. En fait, et comme c'est une vidéo, bah, en fait, je peux pas me contenter d'algorithmes lents, pas performants à chaque fois qu'il faut que je les réécrive en C, que ce soit parallélisé pour que ça aille vite. Donc, quand j'ai un truc disponible déjà, en fait, sous OpenCV ou d'autres librairies, il faut que je les réécrive en C, en fait, parallélisé pour qu'une heure. Donc, ça prend du temps, il faut tester, voir ce qui marche. Donc voilà, c'était pour expliquer pourquoi je ne la mets plus en libre téléchargement, parce que tout bonnement, c'est pas mon job et j'ai plus le temps de faire ça. Je le referai peut-être quand le logiciel sera encore plus abouti avec ce que je veux développer dessus, mais ce sera pas pour tout de suite. Voilà, je voulais le préciser.
Bon, je vais arrêter là cette vidéo qui est assez longue et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet très prochainement pour vous présenter en fait là plus Jetson Sky dans sa version actuelle avec ses différentes fonctionnalités pour que vous puissiez vous rendre compte de sa façon de fonctionner, des résultats en fait des différents filtres que j'ai implémentés, de l'efficience en fait du calcul en temps réel sur GPU pour montrer qu'on peut aujourd'hui faire des choses assez intéressantes avec des framerates quand même assez élevés, donc traitement temps réel de vidéos. Et ça ouvre un certain nombre de perspectives sur des vidéos en fait astro. Orientées vidéo, encore une fois, c'est pas des vidéos pour faire de la photo derrière, hein. C'est pas on empile les photos, on gère le bruit comme ça et ensuite un coup d'ondelette et on récupère comment on récupère la netteté, la, la philosophie de Jetson Sky, c'est pas ça du tout. C'est de faire en fait du visuel assisté par ordinateur et c'est de faire de la vidéo temps réel du ciel parce que pour moi ça donne un aspect beaucoup plus vivant en fait à l'astronomie. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que cette première vidéo n'aura pas été trop brouillonne. Euh, je vais essayer de la sous-titrer en français aussi pour les collègues anglophones qui me suivent pas mal. Comme je l'ai dit, j'essaierai de faire une vidéo en anglais. Je pense que ce sera assez touchy et assez rigolo parce que je pense que je vais faire beaucoup de franglais. Et il y a que certains anglophiles qui vont avoir du mal à comprendre ce que je dis. Mais ce sera sympa, ce sera assez marrant. Je suis moi-même curieux de voir le résultat. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt pour une future vidéo sur le fonctionnement du logiciel par lui-même. Salut!